Bonsoir, Marie-Chantal, Alexandra, Mélanie. Vous êtes les premières à pénétrer dans la salle de conférence virtuelle pour ce soir sur la thématique des légumes verts. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer récemment que je commençais à parler avant l'heure, 5 minutes à l'avance, et puis que c'était un petit peu bizarre pour les gens qui arrivaient évidemment à l'heure avec l'impression qu'ils sont en retard. Mais ça m'a fait réfléchir à pourquoi je faisais ça, commencer à parler un peu avant l'heure. Puis je pense que c'est une habitude qui date de l'époque où je faisais des ateliers, dans le fond, en présence, là, dans une salle, une vraie salle avec des vrais ingrédients, des vrais gens. Et puis justement, les gens, ils n'ont pas le choix d'arriver un peu à l'avance. Puis les premiers ont les premières places, puis les derniers, ils ont la place en arrière, là, la place du retardataire. Et puis, évidemment, avant les ateliers, j'ouvrais toujours un peu l'espace à l'avance pour qu'on puisse jaser entre nous, pour les gens qui étaient habitués avec la touche Héloïse, qu'on prenne de nos nouvelles respectivement et ainsi de suite. Donc, oui, il y a la partie transmettre des savoirs, mais aussi la partie relation de la chose. Puis là, maintenant qu'on est en virtuel, la relation n'est pas aussi facile, mais j'essaie quand même de la bâtir. Donc, vous êtes bienvenus d'interagir dans le chat entre vous et avec moi, bien sûr. Donc, je vous invite à le faire en vous adressant à tous les participants. Donc, comme ça, si quelqu'un a une bonne idée à partager, il finit par la partager avec tout le monde. Sinon, une autre idée que j'ai eue, nouveauté ce soir. Bonsoir, Josiane. Donc, une nouveauté que j'ai pour vous ce soir, je ne sais pas si ça va comme révéler mon âge, mais il me semble qu'à la fin des 100 watts, l'animateur lisait des courriers du lecteur. Donc, cette semaine, j'ai pigé parmi les courriels extraordinaires que vous m'avez fait parvenir pour me parler de vos expérimentations en cuisine, un courriel. Donc, en attendant qu'on commence officiellement, je voulais vous le lire. Il s'agit d'un courriel écrit par Sandra qui va comme suit. Merci Loïse, votre approche me rejoint réellement. Je n'ai pas la discipline de suivre une recette de A à Z. Je suis une adepte du livre L'essentiel de Chartier, justement. J'adore lorsque vous racontez votre histoire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a amené des succès, et ainsi de suite. Je vois la cuisine comme un gros laboratoire parce que je comprends mieux les choses grâce à vous. Elle notait aussi que, dans le fond, son mari avait observé des changements positifs en cuisine et lui, qui n'est pas élogieux habituellement, lui avait fait des compliments. Ça, c'est le fun. Elle a aussi remarqué qu'elle a pris l'habitude de terminer sa journée en relisant ses fiches synthèse. Donc, elle les imprime et à la fin de la journée, au lieu de regarder de la télé, elle révise ses notes d'atelier. Elle termine en me remerciant de continuer à faire ça pour vous. Et on ne sait pas encore ce qui va arriver dans le futur, mais elle pense que toutes les possibilités sont envisageables. Donc, elle me souhaitait aussi une bonne journée et elle me disait à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra, de m'avoir écrit ce beau message-là et aussi à vous tous et toutes qui m'avez acheminé toutes sortes de belles choses. Je vous assure que c'est vraiment ce qui rend mon quotidien le plus savoureux possible en cette période de pandémie. Par rapport à la thématique de ce soir, j'ai comme toujours mon petit sondage habituel que je vais partir avec les gens en présence dès à maintenant. Laissez-moi trouver ma question. Donc, ça va comme suit. Moi, les légumes verts. Ilala, bof, miam. Wow! Vous avez 4 choix. Donc, je vous laisse voter et lorsqu'on atteint 80 %, je partage les résultats. Voilà, on est à 85, excellent. Donc, je dirais qu'en majorité, donc 62 %, vous êtes au stade miam de la chose, qui est quand même bon signe. Et puis, on a un bof honnête, et cette personne est quand même venue ce soir. Donc, ça, c'est très bien. Est-ce que notre bof pourrait lever la main? Carole, je vais donner la parole. Bonsoir, Carole. Oui, bonsoir, Héloïse. Disons que moi, les légumes, c'est pas ma tasse de thé en général. Je me force pour en manger. Puis les légumes verts, ben, j'ai encore plus de misère. Mettons comme les carottes, les choux-fleurs, les tomates, en tout cas, Ça va, nomme-en, là. là? Oui. Ouais, mais les verts, c'est moins ma tasse de thé. Puis, c'est quoi le problème des verres? Je le sais pas. J'en mange pareil parce que je sais qu'ils sont supposés être bons pour la santé, là.
Disons que j'adore les asperges. Ah, OK, les asperges quand même. Donc, Ouais. en tout cas, je diagnostiquerais à la base un mésamour de l'amertume parce que la plupart des légumes verts, il y a beaucoup de légumes verts qui sont très amers et justement, l'asperge est un peu plus sucrée. Elle est quand même un peu amère, mais elle est quand même plus sucrée aussi. Donc, peut-être que OK. ça serait un mésamour de l'amertume. Est-ce que vous prenez votre café noir Je ne bois pas de café, parce que c'est trop amer? probablement. Ah! Je pense qu'on touche à quelque chose et on va parler de ça notamment ce soir. Merci beaucoup, Carole. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis, je vais être obligée de quitter à 7h30. C'est ça qui me fait de la peine, mais au moins, je vais avoir la chance de te regarder en différé pour la Ben fin oui. de. Oui. Exactement. Pas besoin de s'excuser d'avoir une vie, là. Ça, je comprends ça. Mais ça arrive toujours en même temps que tes ateliers. Ah! Ah non! Ben, merci, Carole. Bonne soirée. OK, merci, toi aussi. Donc, voilà, le début de l'atelier Savoir cuisiner les légumes verts est officiellement lancé. Moi, c'est Héloïse de La Touche Héloïse et ce soir, vous êtes en majorité des super fans ou des habitués de mon univers de saveurs. Donc, je ne passerai pas trop de temps à vous expliquer ce que je suis et ce que je fais et je vais plonger directement dans le cœur du sujet. En étant bien honnête avec vous, vous savez que je vous propose en moyenne systématique nouvelles par mois et puis ça fait quand même quelques mois que je fais ça. Donc, c'est sûr que d'un mois à l'autre, ben, on a couvert beaucoup de chemins ensemble, puis il faut continuer d'arriver avec des nouveaux sujets. Puis je parlais à mon chum, je disais, tu sais, à un moment donné, je vais finir par plus avoir de sujets. Tu sais, je ne ferai quand même pas un atelier, je ne sais pas moi, sur les légumes verts. Puis il m'a regardé, mais pourquoi tu ne ferais pas un atelier sur les légumes verts? Je suis comme là, ben oui, tu as raison, pourquoi je ne ferais pas un atelier sur les légumes verts? C'est un sujet un peu pointu. Mais en même temps, si on regarde un peu la situation du légume vert, c'est quand même des légumes qui, sur les étalages, se retrouvent à l'année. C'est sûr que ça ne vient pas toujours du Québec. Là, un brocoli du Québec au mois de janvier, ça ne se peut pas. Mais c'est quand même des légumes qui sont accessibles et qui nous arrivent souvent dans un bel état de, disons, fraîcheur. Puis on le sait, on se les fait dire qu'ils sont bons pour la santé. Bon, vous savez, je ne suis pas nutritionniste, mais effectivement, ils sont bourrés en antioxydants, certains en fer. Ils auraient des propriétés, dans le fond, anticancérigènes, ainsi de suite. Bien, moi, la partie nutritionnelle, ça m'intéresse moins, mais je le sais qu'il faut que j'en mange. Il y a des fibres aussi. Donc, bref, je le sais qu'il faut que j'en mange. Donc, je suis dans la même situation que vous autres de devoir me nourrir. Et j'étais un peu ignorante du légume vert avant ma formation en cuisine. Puis, dans le fond, il y a des choses à savoir. Comme pour tous les autres sujets qu'on a explorés jusqu'à présent, on prend un peu les choses pour acquis, mais finalement, on réalise que si on savait un peu plus, on serait capable de profiter mieux. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous transmettre ces savoirs de base-là pour, dans le fond, libérer le plus possible votre créativité en cuisine. Donc, là, je ne vais sans doute pas être originale, là, puis vous dire quelque chose dont vous vous doutez, mais tous les légumes verts ont quelque chose en commun. C'est leur couleur verte, évidemment. Donc, la couleur verte provient d'un pigment qui s'appelle la chlorophylle. Puis là, je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, là, mais essentiellement, c'est important de comprendre dans le fond, comment fonctionne la chlorophylle, parce que si on la travaille mal, c'est là qu'on va avoir des drôles de résultats. Vous savez, des crèmes de légumes qui virent au brun ou des légumes qu'on cuit, puis là, ils sont rendus comme vert olive, puis pas trop ragoûtants. Lavez la main si ça vous est déjà arrivé de cuire un légume vert, puis là, à la fin, vous regardez ça, vous êtes là, wow, la couleur, là, on n'est plus là pantoute, là. On a tué le légume, là, il n'y a plus de plaisir. Donc, parmi vous, présentement, vous êtes un peu plus de la moitié à avoir levé la main. Donc, c'est ça, ce n'est pas mon imagination, c'est un vrai problème. D'ailleurs, j'ai un souvenir par rapport à ça. En 2016, j'enseignais la cuisine à des enfants en difficulté sur une base de plein air. Et puis à la cafétéria, l'équipe de cuisine essayait comme d'introduire des aliments que peut-être ces jeunes-là n'avaient pas à la maison. Donc, un bonjour, on arrive dans la salle à manger. Puis sur les tables, il y avait des espèces de petits pots à fleurs en métal. Puis à l'intérieur, ils avaient planté des bok choy trop cuits et puis des choux de Bruxelles trop cuits. Tout ça était brun, mou et malodorant. Puis là, ils ont dit aux enfants, ben voilà le bébé bok choy et voilà le chou de Bruxelles, il faut en manger, c'est bon pour vous. Puis moi, je regardais ça sur la table, j'étais là, mon Dieu Seigneur, je veux dire, ils ne pourront plus jamais manger ces légumes-là de toute leur vie parce qu'on leur a présenté d'une manière qui avait été mal exécutée, puis ça va changer, ça va influencer leur perception du légume peut-être à tout jamais. Là. On est en train de tuer l'amour du légume chez eux. Donc, la chimie ou le principe derrière tout ça, bon, à la base, si vous prenez, je ne sais pas moi, un brocoli, que vous le défaites en florette, puis que vous le faites cuire à la vapeur avec une marguerite, mais pas très longtemps, là, on parle de 3-4 minutes. Bien, si vous arrêtez la cuisson à ce stade-là, le légume ne sera peut-être pas encore parfaitement
al dente, parfaitement cuit, mais vous allez remarquer que la couleur, en fait, est quasiment plus belle que la couleur naturelle du brocoli. Pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est parce que dans un premier temps, quand on cuit un légume, notamment un légume vert, bien, dans le fond, les parois cellulaires se défont, se désagrègent un petit peu, puis ça permet aux poches d'air qui se trouvent à l'intérieur de sortir. Donc, un coup que l'air est sorti, bien, ça va faire en sorte que, dans le fond, on va mieux voir la chlorophylle à la surface du légume. Donc, il y a vraiment moyen de magnifier la couleur d'un légume avec une cuisson qui n'est pas trop prolongée. Là, je suis en recherche de choux de Bruxelles. Donc, ces choux de Bruxelles-là, je les ai fait bouillir dans l'eau juste vraiment quelques minutes. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, c'est quasiment plus pimpant, plus émeraude que le chou de Bruxelles qu'on achète directement là, frais au magasin. Mais là, admettons qu'on poursuive la cuisson, là, parce qu'on veut aussi que le légume soit cuit à l'intérieur. On ne veut pas juste qu'il y ait une belle couleur à l'extérieur. Donc, mettons qu'on pousse la cuisson. Ce qui va arriver, c'est que la paroi des légumes, les parois cellulaires, vont continuer de se défaire. Puis, dans tous les légumes verts, il y a des acides. Puis là, les acides vont se retrouver, ben, par exemple, si on fait bouillir du brocoli, les acides vont se retrouver dans l'eau. Mais ce qui se passe, c'est que la chlorophylle, elle a un atome de magnésium et puis celui-là, il se détache facilement de la chlorophylle en présence d'un acide. Puis à partir du moment où le magnésium n'est plus dans la chlorophylle change de couleur, elle devient vert olive, brune. Vous savez, la couleur vraiment détestable. Fait qu'en fait, c'est vraiment juste parce qu'on a exposé le légume à sa propre acidité. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous faites, mettons, une crème de brocoli, que vous ne cuisez pas trop les brocolis, on y reviendra tantôt, mais que vous rajoutez un acide dans votre préparation, comme par exemple, vous décidez que vous voulez rehausser ça avec du jus de citron parce que je vous ai dit que le citron vivifiait les saveurs, bien, ça va avoir le même effet. Le jus de citron va attaquer l'atome de magnésium de la chlorophylle, puis ça va virer au brun. Donc, je vous ai préparé un petit tableau pour mieux vous expliquer ce phénomène-là, là, pour ceux parmi vous qui êtes peut-être un peu plus visuels. Donc, mon petit tableau s'appelle, s'il peut ouvrir, effet du pH, donc de l'acidité sur un légume vert. Donc, en présence d'un acide, la couleur d'un légume vert va devenir mate, vert olive, vers le brun, mais la texture, elle, va être ferme. Fait que, bon. Par exemple, si vous faites une lactofermentation de haricots, dans le processus, les bactéries lactiques vont développer l'acide lactique, puis c'est ça qui va faire la lacto. Mais dans le fond, le haricot, il va demeurer, il va être vert olive, là, vert brun, mais il va quand même être croquant. Fait que vous avez les deux en même temps. Et inversement, de manière assez fascinante, si vous rajoutez un élément alcalin, comme de la poudre à pâte ou de la petite vache c'est un bon exemple, dans, mettons, l'eau de cuisson de votre légume, là, alors, ça va faire vraiment ressortir la couleur vert vif, vraiment incroyable. Par contre, petit problème, ça va aussi créer une texture pâteuse. Fait que votre brocoli va peut-être être bien beau, là, mais au niveau de la texture, il ne sera peut-être pas le fun à manger. Donc, ça demeure quelque chose de vraiment comme important à prendre en considération. Dans la cuisine, traditionnellement, quand moi j'ai fait mon cours en cuisine, on nous disait qu'il fallait faire cuire les légumes, notamment les brocolis qu'on ferait bouillir ou les asperges qu'on ferait bouillir à découvert. Cette idée-là, c'était parce qu'on disait que, dans le fond, ça permettait aux acides de se libérer en partie dans l'air. La recherche plus récente, plus contemporaine, avec des comparatifs mieux mesurés, disent que la différence que ça fait entre à couvert puis à découvert, c'est pas là où ça se joue. C'est pas ça l'élément central. Donc ça, c'est pas un aspect que vous avez besoin de vous casser la tête avec, si je puis dire. Par contre, il y a quand même 5 règles d'or à respecter absolument pour être capable de préserver la chlorophylle lors de la cuisson des légumes. Donc, je vais vous partager mes 5 règles d'or. Puis oui, je vous ai préparé un petit tableau. Hey, fine Héloïse, hein? Là. Donc, voici mes 5 règles d'or. La première, là, générale, absolue, peut-être la seule que vous devez vraiment retenir, c'est éviter de surcuire le légume à tout prix. Donc, il faut trouver des moyens de cuire le légume le moins longtemps possible. Ça, ce que ça veut dire, c'est par exemple, on a acheté des choux de Bruxelles,
ils sont gros, hein? C'est des solides choux de Bruxelles. Bien, si on veut les faire, mettons, bouillir, puis qu'on veut qu'ils soient tendres à cœur, évidemment, il va falloir les cuire pendant de très, très longues minutes. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? L'acide contenu dans le légume va aller dans l'eau, puis après ça, l'acide va attaquer la chlorophylle de la paroi extérieure, puis le temps que l'intérieur soit cuit, l'extérieur va être brun-vert. On ne veut pas ça. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour cuire des choux de Bruxelles à la perfection, spécialement s'ils sont gros? Bien, on va aller les couper en deux, on va aller les couper en quatre au besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de travailler la taille du morceau pour diminuer la durée de la cuisson, ça, c'est vraiment une stratégie qui paye. Après ça, l'autre, disons, la deuxième règle découle un peu de la première. Reprenons le cas d'un brocoli. Soit dit en passant, le brocoli, je le prends comme exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui font bouillir leur brocoli, mais faites pas bouillir votre brocoli. Vous savez ce qui arrive si on fait bouillir du brocoli? Je veux dire, il y a plein d'espèces de petites florettes là, qui sont comme des petites éponges. Puis là, quand on sort le brocoli de l'eau bouillante, c'est comme s'il était juste plein d'eau. C'est pas le fun. Donc, en tout cas, mais mettons que vous étiez pour faire cuire du brocoli juste pour la couleur, là, juste pour garder une belle couleur. Ce qu'on va vouloir faire, c'est éviter de surcharger les chaudrons et marguerites, puis utiliser une grande quantité de liquide afin que l'acide qui va être libéré par les légumes soit dilué dans plus de liquide. Par exemple, si vous faites une crème, ça c'est un bon exemple, si vous faites une crème de légumes, une crème de brocoli, bien, il faut quand même une certaine quantité de lait pour assurer que dans le fond, les acides soient dilués au maximum. Donc, des fois, on se dit, c'est plus long de faire bouillir beaucoup d'eau pour faire cuire mes légumes. Oui, c'est vrai, c'est plus long de faire bouillir l'eau, mais en même temps, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez maximiser votre couleur. Après ça, vous pouvez saler votre eau. D'abord, ça augmente le point d'ébullition. Et ensuite, en fait, ça diminue, ça va bouillir plus vite. Ensuite, l'effet est réel mais modéré, ça va comme fixer la couleur. Fait que les nutritionnistes, dans le fond, qui travaillent avec des clients qui sont en réduction de sodium dans leur diète, ils vont dire, bon, vu que l'effet est quand même modéré, ben, vous êtes aussi bien de sauter le sel dans ce cas-là. Ben, moi, je ne suis pas nutritionniste. Fait que je vais vous dire, si vous en mettez, ça va aider un peu la couleur. Puis aussi, de toute manière, dans le fond, si votre eau est salée, bien, vous allez avoir besoin de moins saler le légume par la suite parce que, dans le fond, ça va déjà avoir fait partie de la cuisson. Un petit peu comme pour la pomme de terre ou les pâtes. Si c'est déjà salé, bien, on n'a pas besoin de saler autant par la suite. Fait que ça revient, en ce qui me concerne, au même. Ensuite, stopper la cuisson des légumes verts lisses dans un bain de glace. Je vous disais que je ne faisais jamais bouillir mon brocoli. En fait, moi, je le fais cuire à la vapeur, puis on va parler des différentes méthodes de cuisson tantôt. Là. Mais si vous êtes pour cuire des légumes en les faisant bouillir, là, prenons par exemple des haricots verts, ben, je dirais qu'ils sont lisses parce qu'il n'y a aucune chance que l'eau pénètre à l'intérieur. Fait que ces légumes-là, on les cuit à la perfection. Puis, si on veut être sûr d'avoir une couleur parfaite, ben, on les prend. Puis, surtout pour ne pas les servir immédiatement, là, mais même à ça, donc on les prend, puis on les met dans un cul de poule qui est rempli d'eau et de glace. Donc, ça va vraiment venir fixer la couleur. Puis, ça va être parfait si on veut manger le haricot en salade, mettons plus tard. Mais ça va aussi aider si on veut faire une finition. Par exemple, nos haricots qu'on a saisis de cette manière-là, on pourrait les sécher. Puis, quand on va vraiment être prêt à manger, on pourrait juste venir les sauter dans un petit peu d'huile sur le poêlon pour restituer la chaleur. Mais la couleur va quand même demeurer plus belle que si on avait cuit complètement. Donc, ça, c'est mon quatrième truc, ma quatrième règle d'or. Et la cinquième, ajouter les éléments acides à la minute. À la minute, c'est une expression en cuisine qui veut dire lorsqu'on est prêt à servir. Donc, par exemple, si vous faites une salade, je ne sais pas moi, justement de haricots verts, puis que vous voulez la servir en potluck le lendemain, bien, attendez juste plus proche du service pour mettre la vinaigrette parce que sinon, la nuit dans le frigo, dans le fond, l'acide de la vinaigrette va comme venir attaquer la chlorophylle de surface des haricots puis ils vont comme virer d'une drôle de couleur. Fait qu'on va attendre le plus proche possible du moment du service si on veut jouer avec les acides. Personnellement, je n'utilise pas le bicarbonate de soude, par exemple, dans le but de garder ma belle couleur verte parce que je goûte toujours cet ingrédient-là. Je ne sais pas si c'est psychologique ou quelque chose, là, mais dès qu'il y en a un petit peu dans une recette, je le goûte. Mais il y en a aussi, dans le fond, qui vont choisir de fixer la couleur en ajoutant une petite quantité de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson, par exemple, ou si c'est une crème verte, bien, dans la crème. Mais comme je vous dis, moi, c'est vraiment pas mon approche préférée. Donc, par rapport à la couleur verte, est-ce que vous avez des questions? Après ça, on va passer au profil de saveur à proprement parler.
Pas de questions par rapport à la couleur? Excellent. Donc, là, après ça, là, la prochaine étape, quand on parle des légumes verts, c'est vraiment de se faire une tête sur le fait qu'ils ne sont pas tous pareils. Et puis, je dirais que conceptuellement, là, on pourrait les diviser en deux familles. Les légumes verts dits sucrés, ben, pas sucrés comme des fruits, là, mais mettons une laitue iceberg, vous savez de quoi je veux parler, ou des pois verts. Tu sais, c'est sucré quand même. Bon, fait qu'il y a les légumes verts sucrés. Puis, il y a les légumes verts amers. Honnêtement, les légumes, ils tombent pas mal dans une catégorie ou dans l'autre. Fait que selon que c'est un légume sucré ou un légume amer, vous aurez compris que selon ma théorie des saveurs, on ne va pas les rehausser ou on ne va pas les équilibrer de la même façon. C'est bien logique. Donc, je vais commencer par vous parler de mon approche pour les légumes verts sucrés, puis ensuite, on va faire la famille amère. Et pour ça aussi, j'ai des petits diagrammes. Donc, voilà, légumes verts sucrés. Donc, les légumes verts sucrés, là, bon, donc plusieurs types de pois, plusieurs laitues, spécialement des feuilles qui sont plus fragiles et plusieurs, ben, le poivron vert. Là, il ne m'en vient pas 1 million de plus là, dans cette famille-là. Donc, si on voulait rehausser leur goût sucré, ben, on irait dans le fond principalement avec d'autres aliments sucrés, umami, épicés, gras ou salés. Mais la chose là-dedans, c'est que souvent, on va utiliser les légumes verts au plat principal. Fait que c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement chercher réellement à rehausser leur goût sucré parce que c'est pas la fonction qui joue dans le repas. Fait que j'aurais le goût de vous dire que le plus souvent, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va utiliser le goût sucré des légumes verts sucrés pour venir rehausser d'autres types d'aliments qui sont rehaussés par le sucre. Je vais vous donner un exemple super concret, là. Le goût umami. Donc, le goût umami, lui, il est rehaussé par le sucre. Mais mettons qu'on est au plat principal, ben, on ne veut peut-être pas mettre un caramel avec notre poulet. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne idée pour rehausser le poulet, même si le poulet il est rehaussé par le sucre. Par contre, d'y aller, par exemple, avec une purée de pois sucrés ou d'y aller avec des petits pois mange-tout sautés en accompagnement, mais là, notre sucre, dans le fond, peut venir d'un légume au lieu de venir d'un sucre là, traditionnel. Donc, c'est plus comme ça qu'on va retrouver, dans le fond, qu'on va utiliser le sucré, des légumes verts sucrés, pour venir rehausser en réalité d'autres goûts. Et puis aussi, peut-être éventuellement qu'on va vouloir même plutôt jouer du côté des antidotes. Donc, par exemple, des pois sucrés, c'est bon, là, les pois verts, là, mais c'est sucré. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas mal sucré. Donc, ça se peut qu'on veuille combiner ça avec peut-être de l'acidité, comme une vinaigrette ou de l'amertume. Par exemple, peut-être des légumes verts amers. Puis à ce moment-là, les deux vont venir comme s'équilibrer l'un l'autre. Donc, ça serait le principe de base générale. Et puis, je vous ai aussi préparé un autre tableau que je vais vous sortir tout de suite. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Meilleures alliances avec les légumes sucrés. Donc, si jamais vous ne voyez pas mes tableaux aussi, vous me le dites, là, je vais rectifier le tir. Donc, ce que je vous ai préparé à la fois pour les légumes sucrés et amers, c'est dans le fond une liste d'ingrédients qui pourrait s'appliquer pas mal à n'importe lequel légume dans sa catégorie. Donc, des choses qui sont quand même versatiles là, de base. Fait que du côté des gras, beurre, crème sûre et yogourt vivent très, très bien avec les légumes verts sucrés. Au niveau des légumes, les alliums en général, donc tout ce qui est oignons, échalotes grises, oignons verts, évidemment les légumes amers parce qu'ils vont s'équilibrer l'un l'autre et les pommes de terre parce qu'elles sont umami. Au niveau des acides, nos fameux légumes sucrés verts aiment bien les agrumes et le vinaigre. Au niveau des herbes, on va souvent y aller davantage sur la fraîcheur, comme par exemple avec la menthe, l'estragon ou la coriandre fraîche, mais aussi si on veut les faire cuire, par exemple en soupe, bien, éventuellement, ils peuvent s'accommoder de feuilles de laurier. Au niveau des épices, curry et graines de coriandre. La graine de coriandre, on en parlait dans l'atelier sur les agrumes. Elle a, dans le fond, des molécules aromatiques de la famille des agrumes. Donc, dans la logique que les agrumes vont déjà bien avec les légumes verts, mais la graine de coriandre aussi. Mais son avantage à elle, c'est qu'elle n'est pas acide. Donc, ça va faire en sorte que si vous l'intégrez à une préparation, par exemple, si vous faites je ne sais pas moi, justement une fameuse
petite purée de pois verts, ben, à ce moment-là, en mettant de la graine de coriandre, vous allez avoir le côté agrume qui va ressortir, mais sans risquer de faire tourner la couleur de votre préparation dans une espèce de gris-brun pas trop plaisant. Sinon, au niveau des sucres, ben, il y a d'autres légumes sucrés. Donc, c'est pas rare qu'on va voir le pois vert cuisiné, par exemple, avec la carotte, avec le maïs, avec la tomate. Et finalement, évidemment, parce que c'est sucré, ben, ça rehausse les goûts de nature umami. Donc, ces légumes-là sont parfaits avec les charcuteries, les bouillons, poissons, fruits de mer. Donc, on a beaucoup de possibilités, là. On peut jouer beaucoup à l'intérieur de ça. Donc, ça, ce n'est pas mes légumes verts sucrés, mais la grosse job là, est du côté des légumes verts amers, parce que c'est ceux-là qui nous donnent normalement le plus de fil à retordre. T'sais. Un pois sucré, pas mal n'importe quel enfant qui a croqué là-dedans une fois, il va dire c'est bon, oui, j'en prends encore. Mais là, si on va du côté du kale ou du brocoli, c'est là qu'on les perd, puis pas juste les enfants, on perd bien des adultes aussi. Donc, ça me tentait donc de passer un peu plus de temps sur l'amertume. On en a parlé à quelques reprises, mais toujours un peu, disons, en superficie, parce qu'on disait notamment que le tempeh était umami, mais il y avait une tangente ou une identité un peu amère. Mais en même temps, il y a amer puis amer. On s'entend qu'entre une bouchée de tempeh puis du kale, par exemple, c'est 2 niveaux d'amertume. L'amertume, je l'ai déjà dit, je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas à ces ateliers-là, c'est un goût acquis. Donc, si on donne un aliment amer à un petit bébé, là, il n'y a aucun moyen qu'il va aimer ça. Au contraire, il va essayer de cracher. Là. Et la raison pour laquelle on serait comme pas très tolérant à l'amertume à la base, c'est que ça serait un mécanisme de défense évolutif. Beaucoup de plantes amères étant toxiques. Et d'ailleurs, dans mes lectures des derniers jours en préparation de l'atelier d'aujourd'hui, j'ai aussi appris à mon grand étonnement qu'il y a une forme de très, très légère toxicité de tous les légumes amers. Donc, on ne pourrait pas juste se nourrir de légumes amers là, exclusivement en grande quantité à tous les jours et puis être en forme. Ça ne serait pas bon pour nous. Ce que j'ai appris aussi qui m'a vraiment surpris, c'est que oui, je le savais que l'amertume était un goût acquis. Puis un goût acquis, c'est quoi? C'est un goût qui, au travers des diverses expositions qu'on en fait, pas nécessairement la première ou la deuxième fois, mais la 6e, la 7e, la 10e, la 12e, notre organisme apprend que ce n'est pas dangereux pour nous, puis on finit avec des associations positives par les apprécier. Ça, c'est la théorie. Mais ce que j'ai appris de vraiment incroyable, c'est que dans une étude plus récente conduite auprès de 64 personnes, on les exposait jour après jour à une préparation à base de cacao, donc de chocolat, mais pas de sucre, très amer. Et puis, ce que les chercheurs ont réalisé, c'est que oui, il y avait une habituation. Donc, au premier jour, les gens grimaçaient, puis plus ça allait, moins ils grimaçaient. Mais ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est que c'était pas juste entre les 2 oreilles que ça se passait, il y a eu des changements dans leurs protéines salivaires. Donc, les protéines se sont adaptées et puis elles ont rendu d'une part l'amertume plus tolérable et d'autre part, elles ont capté davantage la partie toxique de certaines molécules amères. Donc, dans le fond, la raison pour laquelle notre corps continue de nous protéger dans le processus, puis notre habituation serait due carrément à l'évolution de nos protéines salivaires. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, si vous n'aimez pas l'amertume, ce que ça veut dire, en gros, c'est de un, qu'il faut passer la phase de néophobie, que ça va être une habituation qui est progressive, que si vous êtes exposé à intervalles réguliers à de l'amertume, vos protéines salivaires vont s'adapter. Par contre, si vous arrêtez là, pendant 2 semaines d'en manger des légumes amers, là, bien, vous allez recommencer le processus du début. Donc, l'idée, c'est d'en avoir quand même régulièrement dans son alimentation. Je pense que les recommandations, c'est d'avoir au moins 5 fois des légumes verts de type amer dans sa semaine. C'est quand même beaucoup là, par rapport, je ne sais pas, à vos habitudes, là, mais moi, ça me demande quand même un effort de les intégrer. Mais aussi, il y aurait un autre facteur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a certaines personnes qui sont des super goûteurs. Puis là, ça fait sexy de dire, moi, je suis un super goûteur, puis moi, ben, j'aime penser que j'ai un palais exceptionnel, fait que jusqu'à ce que je sache précisément de quoi il s'agissait, je me disais que j'étais assurément une super goûteuse. Mais en fait, les super goûteurs sont super sensibles
à l'amertume plus précisément. Donc, si toute forme d'amertume est intolérable, il se peut simplement que ce soit, dans le fond, votre configuration génétique qui fait en sorte, en fait, que vous avez plus de papilles gustatives, mais spécialement plus de récepteurs détecteurs d'amertume. Puis, pour vous, je veux dire, le processus avant d'apprécier l'amertume risque fort d'être long, difficile. Ça ne sera peut-être pas possible pour vous de conquérir ça. Mais si c'est rare, les super goûteurs, en fait. C'est très rare. Fait qu'il y a des bonnes chances que si vous n'aimez pas encore l'amertume, ce ne soit pas ça votre situation. Fait que si ce n'est pas ça votre situation, c'est là qu'on peut se tourner vers les rehausseurs, en fait, les antidotes d'amertume pour, dans le fond, se donner une chance de les intégrer dans notre alimentation, ces légumes verts-là amers, puis d'avoir quand même un peu de plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir, on va peut-être en manger une fois dans la semaine, mais on n'aura comme pas hâte que ça se reproduise. On ne va pas comme susciter les occasions. Donc, je vais ressortir mon tableau sur les antidotes de l'amertume. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui l'avaient déjà vu, mais pour ceux dont ça serait la première exposition, c'est quand même important. Donc, voilà, les antidotes du goût amer. Pourquoi est-ce que je ne vous présente pas le tableau des rehausseurs? C'est parce que, d'abord, le principal rehausseur de l'amertume, c'est lui-même. Fait que vous avez juste à combiner plus d'aliments amers ensemble, puis ça va être plus amer dans votre bouche. Mais en majorité, les gens s'entendent pour dire que ce n'est pas nécessairement positif que ce soit plus amer, à part les grands amateurs de bière, là, triple IPA of dead houblonné. En général, on va plutôt chercher à travailler l'amertume avec les antidotes pour qu'on la perçoive moins, cette amertume-là. Et les 3 antidotes du goût amer sont, comme pour le café, le gras, le sucré et oui, le salé. Quand je dis comme pour le café, c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on met dans notre café noir pour qu'il soit moins amer? 2 crèmes, 1 sucre. Puis éventuellement, si jamais vous le testez, si on met du sel, ça a aussi le même effet. Dans ce diagramme, je ne mets pas l'acidité comme un antidote parce que c'est contesté. C'est-à-dire que moi, quand je mets de l'acidité avec un aliment amer, je goûte les deux. Je goûte clairement l'acidité et je goûte clairement l'amertume, donc ça ne le fait pas, l'effet antidote. Certaines personnes rapportent que l'acidité rend l'amertume plus tolérable, puis ça serait dû au fait que comme il y a 2 signaux, dans le fond, en même temps, ça divertit ou ça change un peu le mal de place, puis on remarque moins l'amertume. Et donc, cette solution-là, elle fonctionnerait pour certains et elle ne fonctionnerait pas pour d'autres. Mais je dirais qu'en général, peut-être moitié-moitié. Fait que là, si ça marche la moitié du temps puis que ça ne marche pas l'autre moitié du temps, mais là, vous comprenez que c'est difficile de le présenter dans un modèle théorique. Alors que le sucré, le gras et le salé, ça fonctionne dans 100% des cas. Donc, c'est la raison pour laquelle je garde l'acidité en dehors de ce modèle-là. Mais vous pourriez, vous, trouver que quand vous mettez un acide, par exemple une vinaigrette au xérès avec votre salade de choux de Bruxelles, ça aide. Mais généralement, l'exemple que les gens vont donner, c'est davantage le vinaigre balsamique qui, lui, ça donne à avoir quand même une certaine sucrosité. Fait que moi, je soupçonne que c'est plutôt le petit côté sucré du vinaigre balsamique qui est l'antidote de l'amertume dans ce cas-là que l'acidité elle-même. Mais encore une fois, puis je vais reprendre l'analogie des lunettes, là. Il y a des gens qui sont myopes, il y en a qui sont presbytes, il y en a qui sont daltoniens. Tout le monde a des yeux. Non, c'est pas vrai, pas tout le monde a des yeux. Mais ce que je veux dire, c'est en général, on a tous des yeux, mais on ne peut pas deviner comment les gens voient avec leurs yeux. C'est propre à chacun. Fait qu'il faut se rappeler qu'avec les papilles gustatives, puis l'odorat, l'olfaction, c'est la même chose. On a tous ou presque un nez, on a tous ou presque une bouche, mais ça ne veut pas dire qu'on a la même expérience subjective des saveurs. Donc, c'est important de rester aligné avec notre expérience personnelle, puis de ne pas juste comme dire, ah, là, il a dit ça, mais oui, mais si ça ne marche pas dans votre expérience à vous autres, là, il va falloir que vous fassiez confiance. Donc, j'ai aussi préparé un petit tableau pour les alliances, les meilleures alliances pour les légumes amers. Donc, du côté des gras, ça ressemble beaucoup à ceux qu'on avait pour les légumes verts sucrés, mais en fait, il y en a plus, puis à mon avis, ils sont plus intéressants. Par exemple, le tahini, qui est une espèce de beurre de sésame du Moyen-Orient, on sait qu'il est comme plus goûteux, il est plus pâteux, il est plus corsé. Quand on le met avec un légume vert sucré, ça va trop embarquer sur la saveur du légume, la saveur est trop délicate, versus si on travaille avec un légume qui a une belle amertume, à ce moment-là, le tahini va être capable de s'intégrer au profil de saveur, puis de ne pas prendre toute la
la place. Sinon, les fromages, des plus doux aux plus goûteux, vont généralement très bien avec les légumes plus amers. Là. Quand je parle de plus doux, ben, ça pourrait être mascarpone, ricotta, mais ça pourrait aussi être du bleu, carrément du roquefort. Puis ces différents fromages-là créent différentes interfaces qui sont bien le fun avec l'amertume des légumes amers. Et on peut aller aussi avec des huiles plus goûteuses, huile d'olive, huile de noix, alors que ces huiles-là sont peut-être trop goûteuses pour la délicatesse des légumes verts sucrés. Sinon, oui, les alliums sont de retour, mais dans le cas des légumes verts plus amers, l'ail est un choix de prédilection. Au niveau des acides, c'est les mêmes, agrumes, mais en particulier le jus d'orange et les vinaigres. Du côté des herbes, on peut aussi se permettre d'y aller du côté des herbes plus goûteuses, qui ont plus de personnalité, comme le persil et le thym. Du côté des épices, le cumin. Je vais prendre une pause puis vraiment dire le cumin. C'est bon aussi avec les légumes de plus sucrés, mais il faut en mettre vraiment moins parce que le cumin, là, il a quand même une personnalité, il est quand même intense. Et justement, parce qu'il a une personnalité et qu'il est intense, quand on le marie avec des légumes amers, les deux se donnent la réplique d'une manière qui est vraiment fabuleuse. Puis si vous n'avez encore jamais essayé, par exemple, de faire un brocoli broilé au four ou des chips de kale, puis de saupoudrer ça de cumin torréfié, je vous jure, vous allez vivre un méchant gros trip, même s'il y a juste 3 ingrédients dans votre recette. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, dans votre cahier de recettes, il y a plusieurs belles recettes dont je vais vous parler un peu plus, mais je vous ai fait un chip de kale au cumin. Et puis, c'est juste, là, c'est tellement addictif, là, c'est incroyable. Sinon, moutarde, piment, les poivres. Vous savez, quand on mange la roquette, l'espèce de petit côté poivré quasiment qu'on a au niveau en bouche, bien justement, les différents légumes verts amers, ils sont vraiment naturellement harmonieux, autant avec les poivres blancs, les poivres sauvages, le poivre noir, fait qu'on peut vraiment jouer avec ça énormément. Du côté sucré, donc jus d'orange, qui, oui, est acidulé, mais il y a aussi un petit côté sucré. Tomates mûres, sirop d'érable, miel, sucre blanc. Donc, vous allez vraiment avec des sucres soit naturellement présents dans l'aliment, soit avec, dans le fond, des sucres transformés. Parce que si le niveau d'amertume est dans le piton, ben, il va falloir un sucre qui est capable de lui donner la réplique aussi à quelque part. Finalement, l'umami est équilibré par l'amertume. Donc, si on a un plat qui est vraiment riche, qui est quasiment saoulant, puis qu'on veut comme nettoyer la sensation en bouche, bien, les légumes verts amers ont aussi souvent des propriétés astringentes. Puis le mélange des deux, ça pourrait faire vraiment d'alléger l'expérience gustative. Donc, ça donne que donc, les légumes verts amers vont bien avec tout ce qui est fermentation asiatique. Je pense ici sauce soya, miso notamment. Je vais parler un petit peu plus de ces fermentations-là dans mon atelier sur la cuisine chinoise dimanche. Mais aussi donc du côté charcutier, bacon, prosciutto, pancetta, tout ça, ça fonctionne très bien. Poulet, saucisse. Donc, on peut y aller aussi éventuellement avec des protéines qui ont plus de goût parce que les saveurs des légumes verts sont robustes. Il y a Marie-Chantal qui a levé la main, donc je lui cède la parole. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Marie-Chantal. J'ai une petite question pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur les pommes de terre. Tu parlais de l'argile que j'ai reçue aujourd'hui enfin pour enlever l'amertume. Est-ce qu'on pourrait essayer avec les légumes aussi? Bien, en fait, c'est parce que ce n'est pas le même phénomène. Dans le cas des pommes de terre, c'est vraiment parce que, dans le fond, l'argile extrait la solanine, qui est une molécule précise, mais l'amertume, elle, est due à 25 composés différents. Puis, je ne sais pas si l'argile est capable de venir l'extraire de la même manière. Je n'ai pas fait de test là-dessus, mais ça vaudrait la peine d'essayer. C'est juste que je sais que argile et solanine, ça fonctionne. Puis là, après ça, les différents composés amers, en fait, il y a un millier de molécules aromatiques amères qui sont détectées par 25 paires de récepteurs gustatifs dédiés à l'amertume dans la bouche. Fait qu'est-ce que ça en prendrait certains? Est-ce que ça en laisserait d'autres? Est-ce que l'argile est basique? Ça transformerait la texture des légumes que tu cuis là-dedans en bouillie? Aucune espèce d'idée. Alors, à tester, merci. mais je suis d'accord avec toi, par exemple, c'était une maudite bonne question, puis ça donne le goût de l'essayer. Fait que la première de nous deux qui le fait le dit à l'autre. Parfait, merci.
Marie-Chantal, dans ses expérimentations de cette semaine, elle attendait son argile pour faire ses patates, puis finalement, elle a fait ma recette de pommes de terre duchesse, mais avec du chou-fleur. Puis honnêtement, je trouve ça tellement créatif, là, j'aurais jamais pensé à faire ça. Fait que justement, quand vous expérimentez des choses comme ça, je suis toujours heureuse de créer le dialogue avec vous, puis vous me nourrissez, je pense, autant que je vous nourris d'une certaine manière. Donc là, on a parlé des deux grandes familles, puis je ne voulais pas rentrer tout de suite dans une nomenclature de tous les légumes verts qui existent, puis de tout ce qu'on peut faire avec chacun de ces légumes verts-là. Ce que j'avais le goût d'explorer en premier avec vous pour la suite des choses, c'était en fait les différents modes de cuisson, transformation, qui s'appliquent pas mal à tous les légumes verts de manière transversale. Puis en ayant une meilleure conscience de ce qui est possible, dans le fond, de vous donner des pistes, dans le fond, des idées. Puis que la prochaine fois que vous avez, par exemple, un chou de Bruxelles, bien, que votre réflexe, ça ne soit pas nécessairement de le faire rôtir sur une plaque. Ça va fonctionner, c'est très bon, mais il y a d'autres choses à faire avec le chou de Bruxelles que juste une recette. Donc, mon idée, c'est vraiment de vous partager différents modes de préparation-cuisson pour multiplier vos outils puis vos approches lorsque vous achetez un légume vert puis vous dites, bon, là, il va falloir que je le cuisine pour le servir, là. Mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire à part que de le bouillir puis de le mettre sur une plaque? Bien, il y a beaucoup d'options. Donc, la première des choses, c'est, vous allez dire, Héloïse, ce soir, c'est la soirée des évidences, les légumes verts sont verts et puis on peut les manger crus. Mais c'est parce qu'il y a des légumes qu'on sait qu'on va manger crus. Le brocoli, par exemple, ben, des fois, on va en mettre dans un plateau de légumes avec une trempette. Ça, on s'est dit, OK, le brocoli, on peut le manger cru. Mais avez-vous déjà mangé du chou de Bruxelles cru, vous autres? Levez la main si on a déjà mangé du chou de Bruxelles cru. Donc, on est à 5 sur 17, là. 6, 4, 5. Donc, on est vraiment en bas du quart des gens qui avaient déjà essayé ça. Puis là, peut-être que vous avez une drôle d'image en tête, là, tu sais, comme ça, popper ça comme des tomates cerises. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Le chou de Bruxelles, vous pouvez le râper. Puis quand on le râpe vraiment finement, je sais que c'est un petit peu de travail, là, on ne sait pas pour des grandes quantités. Ça serait pour une petite salade, une petite décoration, un plat qu'on veut mettre un petit peu plus fancy, puis qu'on le traite comme du chou. Ça fait une salade de chou qui est vraiment meilleure que de la salade de chou classique. Puis comme on met souvent une mayonnaise ou une crème sure dans la salade de chou, bien, le côté gras de ces sauces-là vient équilibrer naturellement l'amertume du chou de Bruxelles, mais il demeure que le chou de Bruxelles, il y a plus de personnalité que le chou tout court. Fait que ça fait vraiment des petites salades qui sont super intéressantes. Après ça, il y aurait, par exemple, certaines laitues vertes. Ben, vous pouvez les utiliser, oui, en salade, mais par exemple, pensez du côté des râpes. Donc, si vous voulez faire un râpe, disons, sans gluten ou si vous voulez quelque chose de plus frais, plus santé, bien, vous pouvez remplacer votre tortilla ou votre pain par de la laitue. Tout à fait possible de manger ça cru de cette manière-là. Puis après ça aussi, une manière dont je vous parle souvent, mais que moi, c'est ma façon principale de manger certains légumes verts comme la roquette ou l'épinard, c'est de le rajouter cru sur des préparations cuites. Par exemple, ma pizza margarita, je la fais, je la cuis, je la sors du four. Puis là, je prends ma belle poignée de roquette, puis je viens, dans le fond, la dresser sur le dessus. Puis quand on mange, bien, on a tout le plaisir d'une pizza, c'est réconfortant, mais on a aussi l'aspect plus fraîcheur. Puis c'est surprenant, ça prend les gens de court. Dans les nombreux menus que j'ai développés pour des restaurants, parmi mes clients, il y a une pizzeria. Puis justement, j'ai comme introduit l'idée que certaines de leurs pizzas pourraient être servies avec des bébés, la salade bébé épinards sur le dessus. Puis là, la patronne était pas trop certaine, tu sais, Héloïse, des épinards crus sur une pizza cuite, puis tout ça. Bien, finalement, la pizza est très populaire, là. Elle a connu beaucoup de succès auprès de la clientèle, justement parce qu'une pizza, c'est gras, puis il reste que si on ajoute un peu de fraîcheur, un peu de verdure dans tout ça, ça vient naturellement équilibrer l'expérience. Psychologiquement aussi, ça doit enlever un peu de sentiment de culpabilité, mais honnêtement, en bouche, ça fait la différence. Donc, de penser à ce qui peut être mangé cru alors qu'on aurait le réflexe d'y aller sur le cuit, c'est déjà une première piste de solution. Dans les choses qu'on peut aussi manger cru puis qu'on ne pense pas à manger, là, c'est le fameux pied du brocoli. Donc, levez la main ceux qui jetaient le pied de brocoli. Soyez pas gênés.
vous êtes juste 2 à acheter le pied, ah ben c'est bon parce que honnêtement, je ne savais pas, moi, que le pied était comestible jusqu'à tout récemment. Donc, comestible dans une certaine limite, là, à l'extérieur, c'est très fibreux, là. Comme le pied des asperges, il va falloir venir peler le pied du brocoli. Mais après ça, le tronçon à l'intérieur, il peut être cuisiné de toutes sortes de façons. Sur le cru, on peut le râper puis l'ajouter aux salades. Puis ça a un côté, en fait, ça a le croquant du chou, mais c'est beaucoup plus sucré. Fait que si on est comme en train d'essayer d'apprendre à notre enfant, par exemple, à aimer les légumes verts, puis c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance, le pied du brocoli donne vraiment une belle expérience. Petite anecdote, quelqu'un à un atelier un jour me disait, oui, moi, ma mère, elle jetait les florettes de brocoli et ne consommait que le pied dans sa famille. Donc, les deux se mangent. C'est juste qu'il faut savoir les cuisiner, puis on ne peut pas les cuisiner exactement en même temps parce que le pied est plus dur que les florettes. Donc, si on les faisait cuire en même temps, ben, soit les florettes seraient molles, soit le pied il serait dur. En tout cas, bref, il faut trouver une manière séparée de les traiter pour que la cuisson soit optimale si on veut cuire. Mais au niveau cru, il y a de quoi faire. Ensuite, deuxième technique, blanchir. Blanchir les légumes ou les bouillir. Quelle est la différence entre blanchir et bouillir? Quand on blanchit, en fait, on veut vraiment faire une cuisson qui est partielle, l'équivalent d'une pré-cuisson. Puis souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une deuxième cuisson qui va être appliquée par la suite. C'est une technique qui est très, très populaire en restauration parce que imaginez que vous avez un gros service que vous allez recevoir sans convives, puis que vous avez des légumes verts, par exemple, à votre menu. Bien, à chaque fois que quelqu'un commande quelque chose, s'il faut que vous fassiez bouillir, je ne sais pas moi, votre chou de Bruxelles pendant 10 minutes pour réussir à servir votre plat principal, vous n'allez pas y arriver. Donc, ce qui va se passer en cuisine, c'est que pendant la journée, on va blanchir, pré-cuire certains légumes, on va les mettre en bain de glace pour fixer la couleur, puis à la minute, on va venir les réchauffer. Donc, de la manière qu'on voudra. Mais blanchir demeure une technique qui est intéressante même à la maison, peut-être pour les occasions un peu plus spéciales. Par exemple, à Noël, ben, on peut intégrer cette notion-là pour faire notre mise en place. Puis quand on va être rendu au moment vraiment de servir les convives, ben là, on a déjà une partie de la job qui est faite. Et versus bouillir. Fait que là, on va, dans le fond, cuire au complet notre légume jusqu'à ce qu'il soit al dente. Je vous disais déjà de réserver cette méthode-là, si possible, aux légumes lisses qui ne risquent pas de s'imbiber d'eau. Donc, ça, c'est bien important. Et je ne l'utilise pas beaucoup. Honnêtement, quand je réfléchis aux légumes que je vais blanchir ou bouillir, bien, je pense que je vais, dans le fond, vous expliquer pourquoi je ne blanchis pas tant que ça. C'est parce que la méthode que je préfère pour les légumes verts et de loin, c'est la cuisson vapeur. Pendant longtemps, j'ai eu comme la misère avec la cuisson vapeur. Levez la main sur la maison qui avait des marguerites en métal. Vous savez, l'espèce de petit truc qui s'ouvre comme ça, puis qu'on met dans le fond d'un chaudron, puis là, on met un petit peu d'eau, puis là, on part la cuisson, puis là, on n'a plus d'eau, puis là, on vérifie, puis on est comme, il n'y a plus d'eau, je vais mettre de l'eau. Donc, vous avez cuit, je vois que vous êtes à peu près un peu moins de la moitié à avoir déjà cuit des légumes à la marguerite. Personnellement, je trouvais que ce n'était pas vraiment convaincant. Puis aussi, c'est que, disons que le chaudron est gros comme ça, mettons. Fait que là, on a des légumes dans le fond qui sont comme plus cuits, puis là, ils virent un peu au brun, puis ceux en haut ne sont pas cuits exactement pareil. Fait que je n'étais pas convaincue, moi. Puis aussi, c'est que la distance, quand on utilise la marguerite traditionnelle, là, comme au Québec, la distance entre, dans le fond, l'eau en ébullition puis le légume est peut-être de genre 2-3 cm. Fait que les légumes sont vraiment attaqués massivement par la vapeur. Puis dans le cas d'un brocoli qu'on sait qu'il a tendance à absorber l'eau, mais il y a tellement de vapeur humide qui le bombarde qu'à quelque part, il finit qu'il est tout mouillé lui aussi. T'sais, on ne voulait pas le bouillir, mais finalement, on l'a passé au sauna vapeur. Là, fait qu'il est tout, il est tout ruisselant. Fait que ça ne marche pas. Fait que moi, ce qui a vraiment changé mon rapport à la cuisson vapeur, c'est la cuisine chinoise. Parce que dans leur culture, c'est très correct d'utiliser des grands paniers en bambou comme ça ici pour cuire des aliments. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment une grande surface. Fait que là, on peut prendre nos brocolis, venir vraiment les étaler, ou nos asperges, les étaler sur la surface. Puis à ce moment-là, ça fait en sorte que la vapeur circule bien, la cuisson est uniforme. On est capable d'assurer une distance d'au moins 10 cm entre l'eau en ébullition puis le bas des légumes. Fait qu'ils ne finissent pas comme tout imbibés de
d'humidité. Fait que cette façon-là de cuire est extraordinaire. Et le secret, c'est toujours de ne pas surcuire. Donc, pour un brocoli, par exemple, en fleurette d'une taille d'une bouchée, genre 2 à 3 minutes, c'est en masse. Puis là, ils sortent du panier vapeur, puis ils ont une couleur là, de joyaux précieux tellement appétissante. On n'est pas encore passé à table, puis on a déjà le goût de les manger. Fait que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Dans votre cahier de recettes, je vous ai mis en forme de petite procédure pour cuire vos légumes vapeur comme ça, mais je vous ai aussi rajouté une petite sauce à base de sauce soya, fermentation asiatique, huile, gras pour venir équilibrer l'amertume potentielle de votre légume vert. Et cette petite sauce-là, c'est une sauce qu'on retrouve souvent servie avec les légumes verts en Chine. C'est un peu le standard. Là-bas, ils ne mangent vraiment pas beaucoup de légumes crus pour des raisons principalement hygiéniques. Fait que quand on a envie de légumes en Chine, ça passe vraiment par le fait de commander un beau légume vapeur servi avec une belle petite sauce soya, qui est quand même assez extraordinaire. Caroline me dit qu'elle n'a jamais cuit avec un panier en bambou. Comment on l'utilise pour cuire, poêle ou micro-ondes? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. D'abord, sachez que moi, je prends mes paniers en bambou dans le quartier chinois à Montréal parce que c'est les meilleurs prix. Vous pouvez en trouver sur Amazon aussi. C'est juste que dans le fond, en tout cas, c'est assez robuste, puis on peut généralement faire confiance à la méthode là, si on l'entretient bien. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Donc, ça va aller sur un poêlon. Vous savez, une poêle à frire, là, 11-12 pouces, puis on va venir comme l'accoter. L'idéal, c'est que ça rentre un peu à l'intérieur du poêlon parce que dans le fond, on ne veut pas que la vapeur... si le poêlon est trop petit, bien, la vapeur va rentrer, mais elle va ressortir par là. Fait qu'on veut que ça soit inséré comme ça ici, que ça s'assoie dans le poêlon. Comme ça, c'est comme scellé de manière hermétique, puis la vapeur circule uniquement à l'intérieur. Puis quand on va l'enlever, bien, on va prendre des mitaines pour le four ou quelque chose, parce que dans le fond, quand on va lever le panier, la vapeur va continuer d'être en effervescence, fait qu'on peut se brûler les mains. Fait que pour ne pas se brûler les mains, il faut vraiment s'assurer soit de relever le panier bien, bien vite, il ne faut pas rester coincé là, ou encore de porter des mitaines. Puis quand je vous parlais, dans le fond, d'entretien, c'est parce qu'il faut le laver complètement avec de l'eau chaude. On peut prendre une brosse puis le brosser, puis après ça, il faut faire sécher le bambou à la température ambiante. Il ne faut pas le ranger dans le fond d'une armoire parce qu'il y a la moisissure qui pourrait s'installer, alors que le bois, le bambou, n'est pas propice au développement bactérien lorsque c'est sec. Donc, il faut juste s'assurer de bien le sécher. Puis, ce qui est intéressant avec le bambou versus le plastique ou le métal, c'est qu'il y a comme un goût, surtout après l'usage. Lui, c'est un panier qui est neuf. Là, je ne vous ai pas sorti mon panier qui a le plus de millage, là, mais la couleur se transforme. Puis, il y a comme une espèce de goût boisé très léger qui est beaucoup plus intéressant que l'espèce d'arrière-goût métallique qu'on a avec les marguerites. Ça, c'est pour la cuisson vapeur. Et c'est parfait pour plusieurs légumes, là. Moi, je cuis comme ça mon brocoli, incluant le pied en plus petits morceaux. C'est ma méthode préférée pour l'asperge et aussi le bébé bok choy. Donc, le bébé bok choy, là, il a besoin de 1 ou 2 minutes de cuisson. C'est redoutable d'efficacité. Puis, encore une fois, ça ressort comme des joyaux. C'est un vrai plaisir. Ensuite, évidemment, vous pouvez transformer vos légumes verts en potage et je vais creuser beaucoup plus la question des soupes et potages dans mon atelier qui va avoir lieu plus tard ce mois-ci. En revanche, dans l'atelier, je n'aurai pas le temps de m'attarder à comment on fait pour garder un potage bien vert parce que je vais tellement avoir de choses à dire que le côté vert de la chose, c'est aujourd'hui qu'on le traite. Fait que vous êtes chanceux, vous allez avoir pris de l'avance sur l'atelier suivant. Donc, je récapitule. Si on fait trop bouillir un légume vert, il va devenir brun. Donc, une des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent avec des crèmes des potages de légumes verts comme d'une drôle de couleur, c'est ça. Mais il faut quand même comme creuser un peu, là. Il faut réfléchir à notre affaire. Si on fait un potage avec juste des épinards, donc on prend beaucoup d'eau ou beaucoup de lait, puis on met nos épinards dedans, puis on passe tout ça au blender, qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir comme texture à la fin?
vous allez avoir une espèce de lait vert très, très liquide. Ça ne sera pas une texture de potage. Donc, quand on travaille avec des légumes qui sont comme pas des légumes racines, là, qui sont plus riches en fibres et en eau, mais moins riches en amidon ou autres, bien, il va falloir qu'on crée une texture à notre potage. Fait que la base ou le classique là, dans la cuisine française, c'est d'utiliser un mélange de pommes de terre et d'oignons. Fait qu'on va prendre nos patates et nos oignons. Eux, traditionnellement, ils cuisent dans l'eau, mais moi, ma méthode qui a comme fait exploser ma méthode dans le fond, au niveau des crèmes, là, je vous dis exploser, c'est parce qu'à mon école de cuisine, j'avais le mandat de faire une crème de panais, puis spontanément, j'ai pris mes panais, je les ai pelés, taillés, oignons, ail, lait, j'ai fait mijoter le tout, mais le chef a comme pas vu le processus. Fait que lui, il a juste vu le résultat final, puis quand c'est arrivé à goûter le résultat final, il était là, mais là, c'est vraiment bon, combien de crème t'as mis là-dedans? J'étais comme, j'ai pas mis de crème, chef. Il était là, mais c'est tellement crémeux, c'est tellement riche, c'est tellement bon, mais tu me niaises. Il m'a pas dit tu me niaises, mais c'est ça que ça voulait dire. Mais bref, c'est la cuisson au lait qui fait ça. Et puis, le lait va former comme une espèce de petite couche qui va figer sur le dessus. Puis ça, en particulier, ça ajoute une onctuosité à la crème sans ajouter les calories ou le gras qu'on associe à la crème. Donc, bref, quand on est avec un panais, tout ça se passe très bien. Mais quand on est avec les épinards, ben, il faut cuire les patates et les oignons. Ou si c'est une crème de brocoli, il va falloir cuire les brocolis. Mais on s'entend que cuire un oignon ou cuire une patate et cuire un brocoli, ça ne prend pas le même temps. Donc, la grosse erreur qu'on observe à ce niveau-là, c'est de tout mettre dans le chaudron, de faire bouillir jusqu'à temps que l'aliment le plus dur, soit la patate ou l'oignon, selon la découpe, soit cuit. Mais le temps que ça arrive, je vous assure, vos légumes verts sont complètement explosés. Vous allez avoir une crème vert-brun, c'est garanti. Donc, dans votre cahier de recettes, je vous ai préparé une crème d'épinards parfaitement verte et c'est intense au point où je cuis avec mon lait mes patates et mes oignons. Ça pourrait être du lait de coco aussi si vous êtes végétalien et que vous ne voulez pas prendre de lait de vache. Donc, vous cuisez ça ensemble jusqu'à ce que les patates et les oignons soient tendres et vous fermez le rond. Et après, vous rajoutez vos épinards. Puis, dans le fond, la chaleur résiduelle du bouillon est assez pour faire tomber les épinards, magnifier la couleur verte. Et puis, tout ça est prêt à être passé au robot mélangeur et idéalement à table. Donc, vous n'allez pas réchauffer idéalement votre crème. Cela dit, ça se peut que vous en ayez fait plus, là. Fait que si vous en avez fait plus, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir la réchauffer pour la manger un autre tantôt, là. C'est bien compréhensible. Mais, Seigneur. Donc, où est ma cuillère? J'ai une cuillère quelque part. Ouais, elle est ici. Donc, ça, c'est la crème d'épinards que j'ai faite avant hier. Puis je ne sais pas si vous voyez à quel point la couleur est quand même belle, est quand même gourmande, mais j'en ai perdu depuis le Vitamix. Puis là, si je la faisais chauffer, genre en ce moment pour la servir, je perdrais probablement quelques crans de verre. Mais on s'entend, ce n'est pas gênant encore. Sauf que si vous mettez votre crème sur le rond arrière, puis là, vous la faites chauffer pendant 25 minutes en attendant que le reste du repas soit prêt, c'est sûr, la réaction chimique va se produire, puis vous allez perdre votre verre. Donc, quand on travaille des crèmes de légumes verts, c'est vraiment de cuire le légume vert au minimum juste assez pour qu'il soit cuit, puis par la suite, de bien traiter la manière dont on va réchauffer la crème pour être sûr de ne pas démolir tout le travail qu'on a fait précédemment. Je dis tout le travail, mais en même temps, c'est une recette qui est super simple. Puis oui, dans ma recette de crème, il y a quand même un peu de beurre parce que le gras est quand même important pour compléter le profil de goût. Donc, cette recette-là, il faut que vous la fassiez. Là. C'est simple, ça prend un bon mélangeur, mais quand même, là, même si ce n'est pas un Vitamix, l'oignon, puis la patate, puis l'épinard, ce n'est pas la chose la plus difficile à pulvériser. Là. Mais c'est juste comme, c'est du pur bonheur. Puis là, après ça, si vous voulez pimper votre crème de légumes verts, vous pouvez ensuite rajouter des épices, par exemple, comme celle que j'ai mis dans le tableau des légumes verts légèrement amers. Par exemple, vous pourriez mettre un petit peu de cumin, un petit peu de garam masala, par exemple, ça serait vraiment génial. Ou encore un petit peu de charcuterie, des croûtons. Là, vous pouvez commencer à bâtir un profil de saveur plus complet. Là, une crème d'épinards, juste aux épinards, c'est bon, là, mais il y a moyen d'amener ça complètement ailleurs. Caroline me demande, est-ce que les épinards congelés ont les mêmes vertus que frais au niveau de la couleur? Puis la réponse est, en ce qui me concerne, que c'est pas tant au niveau de la couleur que moi j'ai des problèmes qu'au niveau aromatique. C'est-à-dire que la congélation et le processus de congélation, décongélation, il
il n'est pas bon, il n'est pas généreux pour les arômes. Fait qu'on va avoir une crème qui peut avoir quand même une certaine propriété de couleur, mais quand on va la manger, ça va être vraiment beaucoup moins satisfaisant. Honnêtement, je comprends le côté pratique des épinards parce que il y a une époque où, quand on achetait des épinards en sac, là, les épinards adultes, là, ils arrivaient, ils étaient pleins de terre. Fait que juste les nettoyer pour qu'il n'y ait plus de sable, c'était une grosse job. Puis ensuite, sur le bébé, sur l'épinard mature, il y a comme la tige qui est nervurée, puis il faut venir l'arracher parce qu'elle est trop fibreuse pour être vraiment plaisante. Fait que là, il fallait comme tout parer les épinards. Puis là, on avait genre un sac, puis là, à la fin, après qu'on ait paré puis nettoyé, il nous restait un petit morceau comme ça, un petit tapon, puis là, on cuit ça, puis il reste une cuillère à table. Fait que je comprends la tentation d'aller vers l'épinard congelé dans ce contexte-là, mais aujourd'hui, avec les gros 312 grammes, là, le gros top de bébé épinard, ça vient en rabais, cette affaire-là, bébé épinard pré-lavé, organique, tout ce que vous voulez, ça vient en rabais à 3,99, 2,99, puis vous pouvez faire une grosse recette avec ça quand même. Fait que je vous dirais, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller sur le congelé? Je veux dire, je comprends que des fois, c'est une question d'économie et ainsi de suite. Fait que, je veux dire, c'est pas honteux d'avoir des moyens financiers limités puis de trouver des solutions pour quand même nourrir bien sa famille puis soi-même. Mais si on peut éviter l'épinard congelé, je vous dirais, ma recommandation, ça serait tenez-vous loin de tout ce qui est congelé toujours, tout le temps. Sauf le pois vert. Hein? Le pois vert, nécessairement, on l'achète congelé, à moins d'être vraiment maniaque puis de l'avoir en cosse puis de le parer soi-même. Je pense que c'est le seul légume que j'achète, le seul légume vert que j'achète congelé parce que les alternatives fraîches ne sont pas réellement accessibles ou réellement réalistes à quelque part. Ensuite, ça, c'était pour les potages. J'espère vraiment que vous allez essayer ma crème d'épinards et que vous allez m'en donner des nouvelles. Sinon, la prochaine technique pour nos légumes verts, c'est le sauté. Donc, j'avais fait un atelier sur les sautés. Il y en a certains parmi vous qui êtes déjà familiers avec cette méthode-là. Mais en gros, c'est toujours la même chose. On va faire revenir dans un corps chaud, que ce soit une huile, un beurre, un mélange huile et beurre, gras de canard. Il y a différents corps gras qu'on peut utiliser. Des légumes qui sont souvent, je dis souvent, qui peuvent être plus fermes ou non, mais l'idée, s'ils sont plus fermes, c'est vraiment de les réduire en petites bouchées. Là. Par exemple, si c'est un chou de Bruxelles, c'est sûr que si on veut faire sauter un chou de Bruxelles, c'est plus intelligent, s'il n'a pas été blanchi auparavant, de le couper en 4. Sinon, ben, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'il soit tendre à cœur. Mais c'est une bonne méthode aussi pour les asperges. Donc, c'est pas vrai que je fais toujours broyer mes asperges. Je les fais broyer surtout quand je veux avoir une caramélisation de surface ou encore aller chercher une carbonisation. Donc, je travaille un certain profil de saveur, mais au niveau de la texture, une belle petite asperge sautée dans un peu de beurre, juste bien croquante, ça demeure que c'est quand même très sexy puis que c'est dur à battre. Sinon, c'est une méthode que j'utilise aussi quand même beaucoup pour les légumes en feuilles. Donc, sauter rapidement, que ce soit roquette, épinards, mizuna, feuilles de moutarde. Il y a vraiment beaucoup de feuillage qu'on peut faire sauter légèrement. Généralement, ça va être dans un mélange huile, beurre avec un peu d'ail pour le côté vraiment aromatique. Et puis, on peut terminer, si on veut, avec un petit brin de crème pour venir comme détendre la préparation. Ça fait un bel accompagnement là, aux poissons, aux légumes, même au tofu, aux champignons. Et c'est aussi une excellente méthode, donc faire sauter nos feuillages si on prévoit incorporer ces feuillages-là à une autre recette. Dans votre cahier de recettes, vous avez une super recette de quiche à la roquette et au citron. Je vous ai fait une version là, en tartelette, puis j'étais un peu intense. J'ai comme fait 2 douzaines de tartelettes. Là. Fait que c'est une recette, là, c'est une grosse recette. Puis en même temps, ça tombait bien dans les mesures d'ingrédients. Fait que moi, quand je fais cette recette-là, ben, j'en mange quelques-unes normalement. Puis après ça, on peut en congeler, elle se décongèle bien. Ça peut passer dans les lunchs. Même au four micro-ondes, c'est pas aussi parfait que quand ça sort du four, là, parce que quand vous le sortez, la mini-quiche du four est super croustillante. Puis si vous la réfrigérez et que vous la réchauffez au four micro-ondes, ben, la pâte n'est pas aussi croustille. Je ne veux pas dire qu'elle est molle, là, mais elle demeure bonne. Ça demeure super agréable à manger. Et donc, si vous prenez
des bébés épinards frais ou de la roquette fraîche, puis que vous essayez de mettre ça dans votre quiche, bien, ça va dépasser de partout, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, c'est que pendant la cuisson, ça va libérer de l'eau. Puis cette eau-là risque de mouiller votre croûte, puis risque de diluer votre appareil. Ma recette de quiche me vient de ma mère. Je ne sais pas si c'est elle qui l'avait inventée ou quoi, là, mais elle avait une préoccupation que ça soit toujours le plus santé possible, là, vous le savez. Puis, sa méthode pour faire la quiche, c'était de partir sur une base de fromage cottage 2%, qui est très riche en protéines et très faible en gras. Et puis, elle ajoutait des œufs là-dedans, quelques œufs, et c'est tout. Donc, sa quiche, elle n'a pas de crème rajoutée, vraiment juste fromage cottage et œufs. Et honnêtement, elle est vraiment, vraiment dure à battre. C'est vraiment quelque chose de délicieux. Donc, j'espère aussi que vous allez essayer ma recette de quiche. Et soit en passant, la recette de quiche roquette et citron avec la crème d'épinards au même repas, je vous le recommande. Cette idée-là, donc, de faire tomber, de faire sauter nos feuillages avant de les incorporer, c'est valable aussi pour plusieurs recettes, disons, internationales, comme le spanakopita, je pense que c'est un mets probablement grec avec de la pâte feuilletée. Donc, toutes les fois que vous allez vouloir incorporer vos feuillages, mais qui ne relâchent pas leur eau dans la préparation, c'est une bonne première étape. N'oubliez pas aussi de les hacher avant de les rajouter, parce que la roquette, quand vous la faites tomber, ben, ça a l'air comme, bon, ça n'a pas l'air d'une masse importante, sauf que un brin de roquette avec la tige centrale, c'est quand même long comme ça. Fait que si vous mettez une bouchée dans votre bouche, vous le croquez, puis là, finalement, ça va être difficile. Là, vous allez tirer, puis ça va arracher des morceaux. Fait qu'il faut quand même s'assurer de venir hacher correctement nos légumes verts qu'on a fait tomber, sauter au poêlon. Ensuite, c'est sûr qu'il y a de cuire les légumes au four. Je vous le recommande. Là, je ne voulais pas bâcher les choux de Bruxelles rôtis. C'est bon. Ça demeure une bonne technique. Il y a certaines casseroles, personnellement, que j'affectionne. Donc, par exemple, si vous prenez du kale et que vous le faites cuire avec une sauce de type un peu béchamel au four, bien, le kale, ça va lui prendre du temps à se détendre, mais quand ça va être bien détendu, puis avec la béchamel légèrement fromagée qui va gratiner, ça fait un accompagnement vraiment voluptueux pour les plats. C'est quelque chose où le kale il est rendu vraiment plus plate. Et aussi, un de mes petits délices préférés, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, c'est une trempette à l'épinard. Oh, mon Dieu, il est 20 heures. Donc, une trempette à l'épinard. Et puis, chaude, là. Donc, un tiers mayo, un tiers crème sûre, un tiers fromage à la crème. Puis après ça, vous pouvez aussi les faire broiler. Donc, en dessous du broil, vraiment de faire ressortir une caramélisation ou même une carbonisation. Puis ces arômes-là vont être très, très intéressants. Personnellement, je préfère faire frire mon kale que le faire au four, mais vous pouvez trouver plusieurs recettes en ligne à ce niveau-là. Donc, étant donné l'heure qu'il est, je veux d'abord vous dire que dans votre cahier de recettes, j'ai noté mes 3 façons préférées de cuisiner chacun des légumes verts qui a été mentionné aujourd'hui, là, mes petits coups de cœur à moi. Et puis, je pense que ça va vous inspirer énormément. Ce que je propose de faire avec le temps qui reste, c'est en fait de peut-être vous faire un petit sondage pour savoir de quels légumes vous aimeriez que je parle un peu plus. Puis, pour ceux qui auraient, dans le fond, qui devraient quitter dès maintenant, sentez-vous pas mal. Je sais, c'est moi qui ai dépassé ce soir. On dirait que j'ai plus de misère à gérer mon temps ces derniers temps. Je m'en excuse. Toujours est-il que vous allez pouvoir, si vous le désirez, finaliser là, au niveau de la vidéo en reprise. Puis comme je n'aurai pas le temps de traiter tous les légumes individuellement, je vais m'assurer d'y aller avec ceux qui vous intéressent le plus. Donc, je vais partir à mon petit sondage dès à présent. Ça ne sera pas trop long. Donc, c'est un choix multiple. Vous pouvez sélectionner plusieurs légumes qui vous intéressent, mais essayez de ne pas tous les prendre parce qu'à ce moment-là, j'aurai de la misère à prioriser. Donc, si vous en prenez 2, 3, là, ça va être parfait. Donc, vous avez le choix entre asperges, pois sucrés, haricots, brocolis, roquettes, épinards, kale, poivrons verts et choux de Bruxelles. Je vais vous laisser voter. Là. Ça fait beaucoup de réflexions à avoir. Excellent, on est à peu près à 80 %.
Donc, je vous partage les résultats. Donc, vous avez demandé en majorité que je vous parle du haricot, du fameux haricot vert. Donc, OK, je me lance. Ma façon préférée à moi de consommer les haricots verts, c'est d'abord les cuire vapeur dans mon fameux panier en bambou, mais ensuite de m'en servir comme alternative à des plats en sauce comme béchamel, crevettes sauce rosée ou même en alternative aux spaghettis. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, on sait, les pâtes alimentaires, elles ont plein de carbohydrates, carbs en anglais. Fait que, étant donné que ma diète n'est pas toujours aussi équilibrée que je voudrais à cause de mes différents projets alimentaires, quand je mets, dans le fond, une belle base de haricots en dessous de mes sauces, bien, ça fait en sorte que je fais le plein de fibres, je fais le plein de vitamines, mais aussi je ne fais pas le plein de calories en même temps. Donc, c'est vraiment et de loin ma méthode préférée. Ensuite, j'aime bien les faire sauter au poêlon dans un corps gras que je qualifierais d'intéressant. Donc, par exemple, un beau gras de canard ou un gras de bacon avec un petit peu d'ail. Donc, sauter légèrement. Et puis, j'aime ça aussi, évidemment, les fermentés. Je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais dans toutes les fermentations, lacto-fermentation qui existent, c'en est une qui est très constante, très satisfaisante. Puis, ça vient que les fermentations, moi, je les mange beaucoup à l'apéro avec des petites sauces, des petites trempettes ou mousse ou petites maillots maison. Et puis, j'ai mes légumes crus, mais à côté, j'ai mon haricot fermenté que je vais venir comme dipper dans la trempette. Puis, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. Sinon, en deuxième place, on avait le kale. Ben oui, le kale. La première des choses quand vous cuisinez le kale, c'est de ne pas oublier d'enlever la nervure centrale. Elle est vraiment trop, trop, trop coriace. On oublie ça, ça ne marche pas. Et jusqu'à 2018, mon dernier voyage à Vancouver, je n'aimais pas tant le kale et surtout, j'avais une espèce d'aversion pour le kale cru. Vous savez, quand on mange du kale, ça a comme une texture vraiment fibreuse sous la dent. Puis je trouvais donc que c'était pas sensuel, que c'était pas plaisant. Bien, imaginez-vous donc, je suis allée à un restaurant réputé, végétarien à Vancouver. Puis là, j'ai commandé une salade César à base de kale parce que je me suis dit, bon, ici, ils servent ça, c'est un bon restaurant, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et c'était la meilleure salade César que j'ai mangée de toute ma vie. Comment cela fut-il possible? Ben, d'abord, ils ont pris le kale, puis ils l'ont émincé quand même finement. Donc, ce n'était pas des gros morceaux de kale, mais aussi, ils ont rajouté plein d'autres textures. Vous savez, la salade César, comment il y a des croûtons à l'intérieur. Il y avait comme une espèce d'imitation de bacon. Il y avait le fromage râpé. Il y avait des noix. Il y avait toutes sortes de textures. Puis ce qui arrive, c'est que les textures, c'est comme les goûts. Quand on émet plusieurs en même temps, le cerveau n'est pas capable de focusser sur quelque chose. Puis au contraire, lorsqu'on introduit des belles textures avec notre kale cru, la façon dont ça se marie en bouche, ça fait ce qu'on appelle une belle mâche. Donc, ça fait une belle sensation. Donc, pas le kale tout seul, mais le kale avec des éléments croquants, ça change complètement la donne. Sinon, si vous faites mes fameux chips frits ou au four, avec la sauce Bouddha qui était dans le cahier de umami, c'est juste extraordinaire. Parfois, au Costco, il y a un produit qui s'appelle la kale. Donc, c'est un petit bébé kale qui est tout petit, il ressemble à un kale miniature, puis ça au four, donc croustille ou en friture, puis dippé dans une sauce style umami. C'est vraiment genre juste, c'est dément, c'est un pur délice à l'apéro. Et lequel aussi, mine de rien, comme il est goûteux, on peut enlever donc la tige centrale, puis après ça, on peut l'utiliser en pesto. On le sait désormais, on peut faire un pesto de roquette, on peut faire un pesto de plein de légumes verts, mais en pesto, lequel ressort quand même assez bien. Puis après ça, on peut utiliser notre pesto pour dresser généreusement des plats de pâtes. Puis là, on amène toutes les propriétés, dans le fond, santé du kale dans notre création. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la période de questions parce que ça se peut que vous en ayez. Puis au pire du pire, je reviendrai à mes ingrédients puis je vous en ferai un autre d'ici la fin de l'atelier. Comme toujours, je vais finir autour de 8h15. Je vais juste m'assurer de laisser personne derrière s'il y a des interrogations, questions, expérimentations qui ont mal viré en cuisine puis on ne comprend pas pourquoi. Je suis là pour ça. OK, d'accord. Je pense que vous êtes juste trop curieux de savoir ce que je vais faire avec d'autres légumes. Fait que je vais rouvrir mon tableau. Fait qu'en troisième place, on avait le poivron vert. Ah, mon Dieu Seigneur, je me suis fait un défi à moi-même. Parce que, imaginez-vous donc que le poivron vert, je pense que c'est mon légume vert à peu près le moins préféré. Je
trouve qu'il n'y a pas à choisir entre un poivron vert et un poivron rouge. Le rouge gagne tout le temps en ce qui me concerne. Mais par contre, j'ai une façon de cuisiner que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je le découpe soit en petites lanières, soit en dés d'environ 1 pouce. Puis je le fais sauter dans une huile neutre. Mais celui-là, je le fais sauter avec du cumin. Puis ça, on peut en faire un plat principal en rajoutant soit du porc, du tofu ou du bœuf à l'intérieur. D'ailleurs, les Chinois sont très forts sur le mélange bœuf et cumin. Et puis, ça fait vraiment comme un sauté, genre un légume, une viande, une épice qui fonctionne étonnamment bien. C'est sûr qu'il faut quand même mettre du sel puis du poivre puis faire la base de l'assaisonnement comme toujours, mais c'est vraiment satisfaisant étonnamment. Puis, on peut virer ça en soupe. Donc, on peut prendre ça, puis après ça, le faire bouillir légèrement dans un petit bouillon puis le manger en soupe à la place. Sinon, j'aime bien le broiler. Donc, je le coupe en deux, puis je mets la peau vers le dessus, je badigeonne avec de l'huile, puis je le passe dans le fond en dessous du broil. Puis, je vais souvent l'ajouter comme élément cuit à des salades crues parce que le poivron, il demeure comme juteux, puis il est comme fondant, fait qu'il peut amener une texture complémentaire intéressante à des salades. Et puis, j'aime aussi beaucoup le râper, pas le râper, pardon, le couper, mais tout petit, vraiment en petits cubes, là, puis l'utiliser comme un élément, disons, juteux à des salades de poisson. Mais quand je dis salade, là, vous savez, la salade d'œuf, la salade de jambon, la salade au thon, bien, le thon, il est sec. Puis on a toujours tendance à mettre full mayonnaise pour que ça soit plus, disons, lisse ou onctueux en bouche. Alors que si on prend un légume qui est aussi juteux que le poivron, puis qu'on en met des petits dés dans la préparation, bien, ça aide à amener de la jutosité. Et puis, souvent aussi, on fait ça avec des oignons, mais combien d'oignons crus on peut mettre dans une salade de thon avant que ça goûte vraiment l'oignon cru? Alors que le poivron vert, il est plus en délicatesse. Donc, il va venir amener le côté croquant, juteux, satisfaisant. Fait que je trouve le moyen comme de le glisser un peu partout, mais pas tant pour son goût, plus pour son caractère texturé et juteux. Donc, est-ce que tous les légumes verts peuvent être mangés crus? Il ne m'en vient pas qu'ils ne pourraient pas être mangés crus. Par exemple, l'asperge, vous ne m'avez pas demandé comment je cuisine l'asperge, pas grave, là, mais l'asperge, donc, il faut peler le pied parce que c'est fibreux. Mais si on prend un économe, on peut aussi venir comme, dans le fond, le raser, si on veut, l'asperge, puis ça va faire des espèces de pelure très mince. Puis là, on met ça dans une eau glacée, puis ça va comme se replier, là, faire des espèces de rubans. Puis ces belles boucles d'asperges-là, on peut les mettre en salade, on peut les mettre en garniture, on peut les manger comme des chips. C'est vraiment trop agréable. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand c'est une asperge de saison. Puis il faut aussi que ce soit une asperge qui est quand même assez grosse parce que quand elles sont comme des petites ficelles, on ne pourra pas vraiment faire des pelures d'asperges à l'intérieur de ça. Mais même l'asperge se mange crue. C'est pour vous dire à quel point on a de la latitude en matière d'alimentation crue là, pour le légume vert. Ensuite, ben oui, la tête de violon, c'est pas pareil, hein? C'est une fougère, fait qu'effectivement, la tête de violon, elle contient une toxine. Puis si on la fait pas bouillir à plusieurs reprises, l'idée, c'est pas de la cuire, en fait, c'est d'évacuer la toxine qui va se diluer dans l'eau. À ce moment-là, ben, on risquerait théoriquement de se rendre malade. C'est donc les conseils là, de la santé publique, c'est de les bouillir dans plusieurs eaux, là, à plusieurs reprises. Donc, Linda me dit, moi, je trouve ça difficile de savoir si le légume vert est sucré ou amer. Bien, en fait, je vous ai divisé les légumes déjà en 2 familles. Donc, ceux qui sont sucrés, c'était le pois, les laitues comme une iceberg, un petit laitue Boston, c'est plus sucré, et le poivron vert. Puis amer, c'est tous les autres. Puis après ça, il y a comme des niveaux d'amertume. On s'entend que le bébé épinard, il est un peu amer, mais il n'est pas amer au niveau du kale. Fait qu'après ça, c'est aussi en fonction de son appréciation personnelle. Puis si vous n'êtes pas certain si c'est sucré ou amer, bien, vous pouvez vous poser la question, ça me fait penser à quoi? Si ça se rapproche d'une endive, bien, ça se rapproche de l'amertume. Puis si ça se rapproche de quelque chose de plus sucré, bien, à ce moment-là, ça vous permet de vous situer un petit peu. J'ai déjà fait de la soupe avec des poivrons et je n'ai pas vraiment aimé la texture. Pourquoi? Bien, je pense que ça va dépendre du degré de cuisson. Un poivron qui est trop cuit, dans le fond, il est comme explosé. Puis un poivron qui est moins cuit, il y a une texture qui peut être un peu plus glissante en bouche. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Dans la cuisine chinoise, c'est quand même une texture, la texture glissante qui est très usitée, mais dans notre répertoire culinaire à nous, il n'y a pas beaucoup d'exemples analogues. Fait que pour vous, le but, ça serait sans doute de moins cuire le poivron pour garder un petit peu l'aspect croquant plutôt que d'aller vers une texture justement plus glissante. Peut-être de violon, on a fait le tour. Mais c'est ça qui est difficile, c'est faites vos recherches en toutes circonstances, faites vos recherches, c'est-à-dire que si vous avez les moindres doutes, que vous n'êtes pas certain, ça vaut toujours la peine de valider l'information sur différentes sources fiables parce que dans ma tentative de généraliser, ben là, peut-être que quelqu'un serait parti de son bord puis qui aurait mangé des têtes de violon cru, puis c'est vrai, c'est une exception. Fait qu'il ne faut jamais dire jamais, puis il faut toujours faire preuve d'une forme de vigilance, mais dans les légumes dont je vous ai parlé aujourd'hui, il n'y a pas d'attrape, là. Les légumes que je vous ai présentés, ils sont tels que tels, là, vous pouvez les manger crus ou cuits, puis il n'y aura pas de problème. Ah oui, la bêta-carde. Vous avez remarqué comment je ne vous ai pas parlé de bêta-carde pendant tout l'atelier, hein? J'aurais pu la mettre dans ma liste. Mais à part le poivron vert que je consomme quand même, la bêta-carde, c'est celle-là qui me donne le plus de misère. Elle a comme un goût de vieux carton de boîte de céréales. Pas que j'ai déjà mangé un carton de boîte de céréales, là, mais elle a un goût qui est plus difficile à se laisser séduire par. Quand Jean cuisine, parce que pendant l'été dernier, j'étais abonnée à un panier bio, puis à chaque semaine, j'avais de la bêta-carde. Fait que je me suis comme collée au défi d'essayer de l'aimer plus, puis d'en profiter davantage. Donc, dans les quiches, c'est une bonne solution. Dans les tartes au fromage aussi. Donc, une tarte au fromage, ça serait avec une base plus ricotta, mais on viendrait plier notre bêta-carde tombée à l'ail dans la préparation, puis on glisse le tout au four. J'aime bien mettre des tranches de tomates puis des olives Kalamata sur le dessus là, pour enrichir le goût, le profil de saveur. Sinon, j'ai fait aussi des espèces de râpes. Je parlais de l'idée d'utiliser des feuillages à la place des tortillas, mettons, donc des râpes de bêta-carde. Puis ça passait quand même bien parce que ce que je mettais à l'intérieur était débordant de saveur. Fait que dans le fond, la bêta-carde était principalement le véhicule et pas tant pour une expérience de saveur comme une fin en soi, là. Les courgettes, pour moi, je ne le calcule pas dans la catégorie légumes verts, dans le fond, ni le concombre d'ailleurs. Je sais qu'ils ont une peau verte, sauf que quand on enlève la peau, on est vraiment sur une chair qui est davantage blanche. Puis, dans les deux cas, on est plus du côté sucré que du côté amer. Fait que dans le fond, je les traiterais vraisemblablement comme un légume vert sucré si j'avais à les cuisiner. Mais personnellement, je ne les considère pas comme des légumes verts à part entière parce que la chlorophylle est dans la peau. C'est sûr qu'on pourrait consommer la peau. La peau est comestible. Il y a beaucoup de gens qui s'en débarrassent, mais au final, la meilleure partie d'une courgette, on va se le dire, c'est la peau. Mais je ne la porte pas nécessairement comme un légume vert. Là. Si j'ai mangé des courgettes, je ne me dis pas j'ai mangé ma portion de légumes verts cette semaine. Peut-être que je ferai un autre atelier sur les légumes dont je n'ai pas déjà traité. J'ai fait celui sur les légumes d'automne, j'ai fait celui sur les patates, là, les légumes verts. Peut-être qu'il resterait un atelier à faire pour ces légumes dont je n'ai pas encore parlé. Donc, il est déjà 8h15. À moins qu'il y ait une dernière question, je vais mettre fin à l'atelier dès à présent. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci de soutenir ma présence en affaires, d'être aussi engagé sur les réseaux sociaux, de parler de mes ateliers à vos amis. Ce mois-ci, je n'ai pas encore atteint mon objectif d'accoter le PCU avec mes abonnements. C'est un combat que je recommence à tous les mois, mais c'est grâce à vous que généralement j'y parviens. Donc, on ne lâche pas. On peut accoter le PCU, mais le PCU n'existe même plus. Mais bref, vous savez de quoi je veux parler. On ne lâche pas, puis on va de l'avant avec la programmation ce mois-ci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis j'espère vous revoir en grand nombre à mon atelier sur la cuisine chinoise dimanche. Il reste que, même si je suis une grande passionnée de saveurs, je suis une grande experte de cuisine chinoise, donc je suis confiante de réussir à vous transmettre des savoirs exceptionnels et très, très, très gourmands en fin de semaine. Donc, merci beaucoup. Merci Sandra, merci Caroline, merci Josiane. Donc, on se revoit tous très bientôt.